Bonjour les amis, ceci est ma deuxième vidéo sur le sujet « Viendriez-vous vivre aux Philippines ?» Ceci est le côté positif. Il y a autant de positifs que de négatifs. Les gens. Les gens sont très gentils, très polis, friendly. Quelques-uns parlent quelques mots d'anglais. Vous allez souvent entendre « Hey Joe »,« Hi Joe ». Il faut comprendre que ici, les Américains ont été ici un certain temps. Et puis, surtout l'armée. Et quand ils sont partis, ils ont laissé beaucoup de matériel militaire derrière eux autres, des jeeps, des choses comme ça. C'est ce qui a créé d'ailleurs le mouvement Jeepney et Owner Type Jeep. Au début, ils ont utilisé ces jeeps-là, puis comme à Cuba, ils les ont rafistolés. Et puis quand ils se sont rendus compte que les pièces coûtaient cher, s'ils voulaient les faire réparer, puisqu'ils n'en trouvaient plus, parmi ce que les Américains avaient laissé, ben, ils ont décidé de construire leur propre Jeep. À l'image des Jeeps qui ont été laissés ici par l'armée, tout en stainless. Et puis, ça a créé un mouvement que ça existe seulement ici aux Philippines. Donc, les gens sont très gentils, très polis. Parlant de l'armée qui a été ici, c'est la raison probablement pour laquelle les Filipinos nous appellent Joe. Parce que dans l'armée, il y a les G.I. Joe. Donc, c'est la raison, d'après moi. Historiquement, j'ai pas de preuves là-dessus, mais selon moi, c'est pour cette raison qu'ils nous appellent Joe. Puis parfois, ils nous appellent Bro. Eux autres, ils savent pas la différence entre Bro et Joe. La différence, nous autres, on le sait que Bro, c'est pour des Noirs. Donc, il y a certains Noirs américains qui sont venus et qui viennent encore ici. Excusez-moi pour la vidéo, c'est parce que j'enlève de la mauvaise herbe dans mon champ. C'est la raison pour laquelle la différence entre Bro et Joe, selon moi. Je sais pas si eux voient la différence ou ils ont une idée différente, une raison différente pour ça. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Les femmes, raison suivante, sont belles et elles sont traditionnelles. Les femmes traditionnelles, chez nous, il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup d'hommes recherchent ça. Mais avec le style de vie que les grosses compagnies ont créé chez nous en Amérique, aux États-Unis, au Canada, j'ai de la misère à avoir de la lumière parce que c'est très, très, très nuageux. Ah, voilà. Je vais essayer de rester là. C'est fatigant un peu, là. J'aime ça me promener, mais c'est difficile d'avoir des femmes traditionnelles maintenant chez nous à cause du train de vie très onéreux. On court tout le temps, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On court tout le temps après l'argent, après ci, après ça. Donc, c'est pas évident. Les hommes qui recherchent des femmes traditionnelles, qui restent à la maison,
s'occuper des enfants, etc. C'est pas possible, de un, parce que le coût de la vie, et de deux, à cause de la montée fulgurante du féminisme depuis les années 60. Maintenant, les femmes disent qu'ils n'ont plus besoin de nous autres. Donc, pourquoi on est là? Pourquoi on est là dans leur vie? S'ils n'ont pas besoin de nous autres, et qui nous descendent tout le temps. Les hommes sont tannés de ça, donc ils cherchent ailleurs ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie. C'est pas une question de poids, c'est pas une question d'exotisme, c'est une question de goût personnel, de but dans la vie. Le climat. Il n'y a pas d'hiver ici. Donc, pas de vêtements très chauds. On n'est pas obligé de s'habiller comme des ours. Il n'y a pas de pneus d'hiver. Il n'y a pas de restrictions pour sortir. Même si on est en saison des pluies présentement, je suis dehors. Il y a des nuages. Il y a quelques épisodes de pluie. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'y en avait pas, même si on était en saison des pluies. Récemment, on a eu 3 jours en ligne avec beaucoup de soleil. Et une de ces journées-là, il y a eu une averse qui a duré une demi-heure. Une averse qui s'est transformée en pluie forte, mais que ça n'a pas duré. Donc, même en saison des pluies, le soleil commence à sortir. Il y a un trou des nuages, le soleil est là. Donc, même en saison des pluies, on peut sortir, on peut avoir des activités extérieures. C'est très agréable. Je suis ici depuis août 2023. Et puis, je suis très content. Mon premier hiver, je ne l'ai pas vécu. Et puis, le second s'en vient. Puis, l'hiver étant ce qu'il est maintenant au Québec, c'est plus le fun. Et, on pouvait aller faire du patin quand on était jeune. Il y avait des journées qu'on pouvait faire des bonhommes de neige après une tempête. Aujourd'hui, dans la même journée, il peut pleuvoir, neiger, avoir de la pluie verglaçante. Puis dans la nuit suivante, il va faire moins 25. Tout va geler là. C'est fou. Ici, on n'a pas ça. Ici, même en saison des pluies, on a un 30, 31. Oui, on a un taux d'humidité. C'est humide présentement. Même si je ne travaille pas très fort, je sue pas énormément. Je le sens que je commence à être collant. Je vais prendre une douche tantôt. Je prends une douche le matin, puis j'en prends une en fin d'après-midi, des fois après souper. Puis c'est tigidou. Ça enlève le collant. Puis c'est bien comme ça. Quand, dans la saison chaude, je peux prendre 3 douches par jour, des fois 4, juste pour enlever le collant, pas nécessairement pour utiliser du savon. C'est juste pour enlever le collant puis baisser la température de mon corps pour être plus à l'aise. Puis ici, ben, il n'y a pas de chauffe-eau. Sauf en ville, dans les condos, ou si vous vous faites bâtir en ville puis vous vous installez une tank à eau chaude, ça va vous coûter une fortune. La plupart des installations pour l'eau chaude, c'est tout petit, c'est carré, puis ça réchauffe l'eau à mesure que ça passe dedans. Fait qu'il y a des bouts que vous avez de l'eau chaude, des bouts que vous en avez moins, des fois elle est plus froide. Puis ça coûte une fortune en électricité. Moi, j'ai pas de ça. Moi, j'ai mon puits. Il est à 60 pieds. C'est l'eau du puits avec laquelle je me lave. C'est pour ça que je me lave pas très tard le soir, surtout en saison des pluies présentement. On est à la veille de rentrer dans la saison froide, qu'eux autres y appellent. On est supposé être dedans, mais on n'est pas encore tout à fait dedans. Pas encore tout à fait. Donc,
Je me lave avec l'eau du puits. C'est très bien ainsi. Ça baisse la température de mon corps. L'eau est très agréable. Ça me donne la même sensation que s'il fait 32 dehors avec un humidex de 37 chez nous, puis on va se baigner dans notre piscine en plein été. C'est la même sensation. Sur le coup, ouf! Après quelques secondes, waouh, waouh! T'as l'impression d'être dans une piscine. C'est la même chose, la rivière qui est en bas, là-bas, change l'image. Au bout de ma terre, là, il y a une terre publique. Après la terre publique, il y a une rivière qui passe là. Si ça, j'ai juste à mettre mon costume de bain et aller m'asseoir dans la rivière. C'est la même sensation que ce que je prends ma douche chez nous ou que je saute dans une piscine au Québec. La même sensation. C'est très agréable. Le coût de la vie est moins cher. Oui, sauf quelques exceptions. T'en as plus pour ton argent, c'est vrai. Pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À quelques exceptions près. L'électronique, vous avez un très bon téléphone, amenez-les avec vous. Vous avez un laptop, amenez-le avec vous. Parce que vous allez le payer le même prix ici, peut-être même plus cher. Tout dépendant où vous allez l'acheter. L'électronique coûte cher ici. Et c'est sûr qu'il y a des téléphones basiques. C'est ce que la plupart des gens utilisent. Mais si vous aimez le streaming, si vous aimez, comme moi, je filme mes vlogs avec mon téléphone, ça vous prend une très bonne caméra, très bonne résolution. Si vous avez un bon téléphone qui filme bien, qui fait de très belles photos, vous pouvez faire de beaux films avec. Si c'est ce que vous avez, gardez-le et amenez-le. Petit conseil, vous avez des bijoux? Vendez-les. Vendez votre or. Débarrassez-vous de ça. Venez pas ici avec ça. Ça attire les pickpockets, surtout si vous êtes en ville. Ça attire les pickpockets. Ils vous risquez de vous faire attaquer. À 2, 3, ça peut arriver. J'ai jamais vu aux nouvelles ou entendu parler qu'un expat s'est fait attaquer en pleine rue le jour. Le soir, ça peut arriver. Ne montrez pas votre fortune. Ne montrez pas ce que vous possédez. Vos téléphones, gardez-le dans vos poches. Promenez-vous pas sur la rue, surtout en ville, avec votre téléphone dans les mains. Il y a un gars qui va passer en moto, qui va vous l'arracher dans les mains. Bonsoir. Surtout si vous possédez un téléphone cher, un iPhone ou un Samsung comme moi. Gardez pas ça dans vos mains en vous promenant sur la rue en ville. Moi, ici en province, j'ai pas ce problème-là. Je suis safe pour ça. C'est des choses qui n'arrivent pas ici. Mais dans les villes, à Manille, oui, ça arrive. J'ai vu des vidéos que c'est arrivé à des gars, des vlogueurs qui l'ont dit, dans Makati, il se promenait sur la rue et il s'est fait arracher son téléphone dans les mains. Salut, bonsoir. Il a perdu son iPhone. Les mentalités sont différentes. Chez les hommes, chez les femmes. C'est la mentalité asiatique. C'est plus zen, plus relax. Les hommes, même si certains pourraient penser que les hommes nous voient d'un mauvais œil parce qu'on prend leurs femmes, ils se sont essayés auprès de femmes, puis il y a des femmes qui ont dit « Non, tu m'intéresses pas. Non, tu m'intéresses pas. »
À un moment donné, le gars, il voit la femme avec un foreigner. No problem. Il accepte le fait qu'elle n'est pas intéressée par les Filipinos. Anyway. Ici, en tout cas, j'ai jamais eu ce problème-là. Et même, les gens sont contents de voir qu'elle a rencontré la fille dans la famille ou la voisine ou l'ancienne camarade de classe a rencontré un foreigner et grâce à ça, elle va faire une meilleure vie. Puis elle va enfin avoir un compagnon loyal qui va l'aimer, lui donner de l'attention, etc. Donc, les mentalités sont différentes ici. C'est la mentalité asiatique, c'est plus relax. L'entraide, ça existe beaucoup ici. Sur ma terre, ils m'ont vu à un moment donné faire quelque chose. Ils sont venus me proposer de l'aide. Je leur ai dit que tout était correct, que je pouvais m'en sortir moi-même. Ils ont dit OK. À un moment donné, le voisin, il vient me voir, sa femme plutôt, pour me demander si elle peut prendre un jackfruit, un fruit du jacquier dans mon arbre. Là, je lui ai dit, il n'est pas prêt encore. Elle dit, c'est pas pour manger comme ça. Elle dit, je vais le faire cuire. Ah, OK. Elle l'a pris. Ils ont récolté les coconuts sur le terrain à côté de chez nous. Ils sont venus m'emporter 2, 3. Puis en même temps, on m'a demandé, tu veux-tu des pomelos? Ah, ben oui, s'il y en a qui sont prêts, on va aller en chercher 2. Pomelos, en passant, c'est meilleur que des pamplemousses. Chez nous, on a le pamplemousse rose, qui est bon. Pamplemousse blanc. Ici, le blanc et le rose, pomelo. Le rose est plus sucré, mais le blanc, il est comme le rouge chez nous. Donc, ils sont gros. Ils sont gros, s'il vous plaît. Un pomelo, c'est plus gros qu'un pamplemousse. Donc, l'entraide est très importante ici. Peut-être ton voisin, il va t'aider. Si tu ne l'aides pas, ben attends-toi pas à ce qu'il vienne t'aider. Mais si tu lui donnes un coup de main, il t'arrête de faire quelque chose. Un exemple. La madame, elle m'a donné des coconuts parce qu'elle faisait... la famille ont cueilli leurs coconuts. Elle m'en a donné parce que moi, pour la madame à côté, je ramasse ça. Je vais vous le montrer. Oups. Ça pousse à la base des fruits de coconut. Là, on n'en voit pas. Faire exprès, j'essaie d'en montrer, mais on n'en voit pas. Ah oui, on en voit là en haut. Là. Vous voyez? Ça pousse à la base d'une grappe de coconut. Ça, quand ça va tomber, ben elle utilise ça pour cuire. Soit qu'elle utilise soit elle utilise du charbon de bois ou elle va utiliser ces affaires-là. Fait que quand moi je viens sur la terre, je regarde sur la terre du voisin parce que là, je suis sur la terre du voisin. Vous voyez les coconuts qui sont ici, là? Il y a 1 hectare de coconuts, là. Fait que quand ces affaires-là tombent, moi je les vois, je les ramasse et je les donne à ma voisine, que tout le monde appelle Nanaï, qui veut dire grand-maman. Parce que rendu après 60 ans, on est considéré comme senior. Donc, à ce moment-là, les petits-enfants, puis même les enfants vont dire à leur mère Nanaï. Et le père, c'est Tataï. C'est une forme de respect évidente.
Il y a sujet suivant. Change encore. Hello! Sujet suivant. Il n'y a pas de taxe ici. Sur la majorité de ce que tu achètes. La grosse majorité. La seule exception que j'ai vue, c'est les voitures. Les voitures neuves. Tu achètes une voiture neuve, tu vas avoir une taxe dessus. Le pourcentage, ça, j'en ai aucune idée. Je me suis pas renseigné parce que je suis pas intéressé à acheter une voiture neuve. J'ai acheté une voiture usagée, j'ai pas payé de taxes. Je suis pas sûr s'il y a de la taxe sur les motos neuves. Peut-être que oui. Je sais seulement que sur les voitures neuves, il y en a. C'est tout. Partout où j'ai été pour acheter, le prix qui est indiqué sur le produit, c'est le prix rentré. Il y a quelques produits seulement qui sont taxés. J'ai jamais vraiment remarqué parce que la différence entre le prix du produit et le prix payé parfois était très peu différent. Donc, j'ai jamais remarqué de grosses taxes là-dessus. Et puis, tu ne payes pas de taxes sur ta pension. Tu vas payer une taxe dans ton pays sur tes RRQ. Tu vas payer une taxe au fédéral. Mais quand tu remplis la première fois ton papier pour l'exemption de cette taxe, puisque tu ne vis plus au pays, tu vas être exempté. Il est possible que ce montant-là va être retourné aussi. Tu vas avoir un retour d'impôt au lieu d'en avoir à payer, puisque tu n'as que cette pension-là si tu viens vivre ici entre 60 et 65 et tu demandes tes RRQ. Moi, je vous conseillerais de faire ça. Si vous avez de l'argent de côté, et vous avez 60, 59, vous pensez venir ici à 60 ans, 61, à 60, demandez, en arrivant ici, en ligne, faites la demande de votre pension, de vos rentes du Québec. Gardez-vous un compte de banque ouvert au Québec. Gardez-vous une adresse postale pour la banque. Faites déposer votre pension dans votre compte de banque. Parce que si vous faites faire ça ici, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées côté banque ici. Ensuite de ça, faites affaire avec une compagnie en ligne de transfert d'argent. Ou si votre banque le fait pas trop cher, faites-le avec votre banque. Faites vos devoirs. Cherchez. Cherchez sur Internet ce qui coûterait le moins cher. Beaucoup d'Américains utilisent Remedy, d'autres choses comme ça. Puis ils disent « Ah, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. » Il y en a de ces compagnies-là qui chargent 30$ US pour un transfert d'argent. Il y a d'autres compagnies qui vous chargent 10$ US. Ça, c'est des compagnies américaines. Leur banque, probablement, leur charge plus cher que ça. Ils doivent leur charger 50-60$ US pour un transfert d'argent. Donc, ils font affaire avec ces compagnies-là. Mais il y a des compagnies, ça coûte rien. Il y a des banques virtuelles qui existent. Je connais quelqu'un qui a un compte de banque comme ça, un compte de banque virtuel. Tout se fait en ligne. Puis ça coûte 0 pour le transfert d'argent. Sa pension est déposée dans ce compte de banque-là. Il transfère son argent, puis ça coûte 0. C'est rapide. La première fois, ça peut prendre un peu de temps parce que la banque va faire des vérifications pour s'assurer que la place en question où l'argent est déposé
c'est sécuritaire, etc. Ça peut prendre du temps. Mais la seconde fois que le transfert va être fait, ça va se faire presque automatique. Si c'est pas la fin de semaine. Toujours selon les jours ouvrables. Si vous faites ça un samedi, là-bas, c'est vendredi soir, c'est fermé. Même si c'est une banque virtuelle, il y a des gens qui travaillent derrière les ordinateurs. On finit de travailler, vous allez attendre au lundi. C'est des choses qui arrivent. Ici, seule la terre est taxée. C'est pas cher. Vous achetez une terre, vous vous mariez, vous achetez une terre ou un terrain, bâtissez une maison dessus, maison traditionnelle. On s'entend. Vous avez une maison qui ressemble à ce que vous avez fait, ce que vous avez chez vous au Québec ou ailleurs dans le Canada. Vous allez peut-être payer des taxes sur la maison aussi. Mais si vous avez une maison traditionnelle, à un étage seulement, pas de taxes à la maison, seulement sur le terrain. Moi, ici, j'ai une maison d'1 hectare. Avec une maison traditionnelle, pas de taxes à la maison, seulement sur la terre. Ça va peut-être me coûter quelque chose comme 10 000 pesos par année. Je ne sais pas exactement combien, mais c'est pas cher. Comparativement à chez nous, là. Chez nous, une terre d'1 hectare, même si c'est zoné agricole, ça va aller chercher entre 6 et 10 000 par année. J'avais un demi-hectare avec une maison dessus. Puis les taxes totales, c'était pas loin de 6 000. Ça sera pas ça ici. Ils veulent pas égorger les gens. De toute façon, tout est moins cher, donc les taxes aussi sont moins chères. Les terrains sont pas chers. Mon dernier sujet. Ça dépend où est-ce que vous allez vivre. J'ai vu des expats qui ont payé 1,2 million de pesos. J'ai pas la conversion en dollars canadiens. Allez sur Google pour le faire. J'ai seulement la conversion de ce que moi j'ai payé. 1,2 million pour entre 100 et 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. C'est pas beaucoup. Le terrain n'est pas très gros. Mais 1,2 million de pesos, c'est cher. Ils ont choisi de vivre dans une communauté où il y a beaucoup d'expats. Le problème, c'est que les expats viennent ici, surtout les Américains, avec le gros dollar. Puis le Filipino, il est riche, lui. Pour vous autres, on est tous riches. Le gars, il arrive, il demande 1,2 million. OK, il paye. That's it. Le Filipino va dire à son voisin ou à un autre, hein, j'ai vendu ma terre 1,2 million. Mon terrain, 1,2 million. Ah ouais, j'en ai un à vendre, moi, avec. Elle demande cher. Il y a un foreigner qui va l'acheter. C'est comme ça que les prix ont grimpé. Avant de venir ici, je me suis abonné à plusieurs vlogs d'agents d'immeubles. Et j'ai vu des terrains sur l'île de Luzon, à peu près à 2 heures de Manille, qui étaient très abordables. En moins d'1 an, ça a doublé à cause des expats. Ils arrivent ici avec le gros dollar. Ils ont vendu leur ranch, leur compagnie, puis ci, puis ça. Ils arrivent ici avec beaucoup d'argent. Des fois, 2-3 millions
de US dollars. Et pour eux autres, ben 1,2 million de pesos, c'est pas grand-chose. Même 10 millions de pesos, c'est rien. C'est rien pour eux autres. Là. Donc, ça dépend où vous allez vivre. Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé, j'ai continué à regarder. Puis quand j'ai été prêt à acheter, je suis allé sur Marketplace, au lieu d'aller sur ces vlogs-là, où c'est devenu pas achetable. J'ai été sur Marketplace. J'en ai visité quelques-uns. Il y en avait un petit peu plus cher qu'ici. Même grandeur, mais très peu accessible pour mon véhicule à 4 roues. Et puis, la ligne électrique était loin. Ça m'aurait coûté cher pour me faire raccorder. Donc, je ne sais même pas si j'aurais pu avoir l'Internet comme j'ai ici, puisque c'était loin, dans le bois. Je suis sûr qu'il n'y avait même pas de fil qui se rendait là. Il y avait seulement une antenne de relais. Mais j'ai vu des antennes de relais ici. Les antennes de relais, c'est seulement pour le Wi-Fi. Si tu as l'Internet chez vous, tu t'en vas sur ta terre, il y a une antenne de relais pas loin, ça va te relier, l'antenne de relais va te relier à ton Internet à la maison. Mais ça veut pas dire que tu vas avoir l'Internet si tu vois une antenne de relais en quelque part. Tu n'as pas de fil. Donc, j'ai renoncé. J'ai trouvé celle-là ici. En premier, c'était 6697 mètres carrés. 1 hectare, c'est 10 000. Mais le gars qui me vendait, il m'a dit, il y a une terre publique au bout, là. Je vais vous montrer ça, au bout de ma terre. J'ai même ma terre, là, à l'arête aux arbres qui sont là. Jusque vis-à-vis le coconut qui est vis-à-vis ça. Ma terre, à l'arête là. Pourtant, j'ai cultivé plus loin. C'est la terre publique. La terre publique, si je veux, je peux l'utiliser. Autant que je veux. Jusqu'à la rivière, si je veux. Et je peux la clôturer, si je veux. Jusqu'à la rivière, si je veux. Et dans quelques années, je peux la réclamer. C'est comme ça que ça marche ici. Je vais payer des frais de transfert de titre, mais je ne payerai pas la terre. C'est une terre publique. Je l'ai clôturée. J'en prends soin. Je cultive dessus. Je m'en sers. Donc, je peux réclamer le titre au gouvernement. C'est ça que je vais faire. Donc, en étirant ma terre un peu plus loin, là, présentement, j'ai presque 1 hectare. Mais je vais l'étirer encore la prochaine fois, après avoir récolté les patates douces. Je vais l'étirer encore un peu plus parce qu'il y a encore de la terre après que je peux utiliser. Ensuite, c'est du terrain rocailleux. Je vais arrêter là. Donc, en étirant encore un peu plus, ben là, je vais me retrouver avec 1 hectare. Et pour ça, je l'ai vu sur Marketplace. Pas cher. J'en ai vu des hectares dans Batahan, dans d'autres provinces. J'ai vu des hectares à 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. J'ai vu ça pour entre 12 et 15 millions. Ici, je l'ai eu 300 000. 300 000 pesos. 300 000 pesos. C'est 7 160 piastres. Pour une terre, 1 hectare. Et même plus. Si je clôture plus loin dans la roche, et je m'en sers pour construire une maison pour un membre de la famille à ma blonde qui va vivre là, je vais lui laisser la partie de terre publique cultivable.
il va s'en servir pour cultiver, il se fait des revenus. Dans quelques années, il va pouvoir réclamer la terre publique parce qu'il vit dessus, c'est clôturé, puis il s'en occupe. Il va pouvoir la réclamer. Ça ne me dérange pas. C'est un membre de la famille, il va m'aider à cultiver la terre, je vais l'aider à cultiver la sienne. De l'entraide familiale, tout va aller bien, tout va aller mieux. Donc, pour 1 hectare que j'ai présentement, j'ai payé 7 160 $, 300 000 pesos. Au départ, c'était 350 000. Il demandait. Ma blonde a négocié à 300 000. Il a dit oui. Parce que, encore là, la chance m'a souri. Un membre de sa famille, Saël. Il y a un membre de la famille à ma blonde, Daël. Ça, c'est les noms de famille. Se sont mariés. Donc, ça devient des relatives. Parce que ma blonde est friendly, parle beaucoup aux gens, etc. Il le laissait aller à 300 000 au lieu de 350. La maison que j'ai bâtie dessus, je vais vous la montrer encore. Dans d'autres vidéos, ça c'est ma cuisine extérieure, là, la dirty kitchen qu'ils appellent. Dans les maisons traditionnelles, habituellement, c'est tout fermé. Il fait chaud à mourir dans la cuisine. C'est beaucoup plus petit que ça, là. C'est la moitié de ça. Moi, je l'ai fait la même longueur que la maison, quasiment 20 pieds par 6 pieds, 6 pieds et demi de large, à air ouverte comme ça, avec du grillage, pour que la chaleur de cuisson s'en aille. J'ai amené l'eau ici, à partir de ma pompe là-bas, sur le côté de la maison. J'ai amené l'eau jusqu'ici pour pouvoir arroser mes plantes, bananiers. Et je vais étirer aussi mes rangs jusqu'à la fin des bananes. Les bananiers vont rester là, bien sûr. Il va passer de chaque côté. Il va étirer ça jusqu'ici, jusqu'à la fin des bananes. Puis je vais cultiver ça aussi, en plus de qu'est-ce que je vais faire là-bas. Je vais en prendre une autre partie là-bas. Donc, je vais avoir beaucoup de terrain à cultiver. Donc, pour revenir à la maison habitable, 20 par 20, la cuisine extérieure est en surplus, environ 19 par 6, 19 par 7. La salle de bain, 6 par 10, extérieure aussi, au lieu d'être intérieure à la maison. La salle de bain, c'est juste ce qu'il y a à côté de la cuisine qu'on voit. Ça, c'est extérieur. J'ai ça en plus. 2 chambres à coucher. Une petite cuisine salon. C'est 10 par 10. Pour une maison comme ça, moitié traditionnelle, 3 quarts traditionnels, 1 quart moderne, parce que le toit, la structure qui retient la couverture en métal, toute la structure est en métal, au lieu d'être en bois comme eux autres font. Ils sont obligés de changer après 10 ans. Moi, j'aurais plus besoin de toucher à ça. Je l'ai fait faire en métal pour que ça dure. J'ai payé le même prix que le bois, parce que j'ai pogné un surplus d'un autre chantier où est-ce qu'un membre de la famille à ma blonde travaillait. Il y avait ça en surplus, fait que j'ai eu seulement 3 beams, 3 gros beams. Non, 2 beams, 2 gros beams à acheter, puis 3 petits.
C'est ça qui manquait pour faire le toit au complet. Donc, ça m'a coûté un petit peu plus cher que si j'avais acheté du bois. Mais au lieu de payer 2,5 fois le prix du bois en achetant métal, j'ai payé un petit peu plus cher seulement. J'ai fini ma maison comme ça. Donc, pour cette maison-là, ça m'a coûté 500 000 pour bâtir la maison, qui est 11 933 pour bâtir la maison. Vous allez acheter un terrain où est-ce qu'il y a beaucoup d'expats, près d'une grande ville ou près tout près d'une municipalité. Parce que même ici, il y en a des terrains chers. Moi, je me suis éloigné de la ville propre qu'ils appellent ici pour justement pas payer cher puis avoir la paix surtout. Parce que en ville, ça peut être bruyant. Klaxon, moto, camion. Moi, je voulais avoir la paix. Et ici, j'ai la paix, j'entends juste des coqs de temps en temps. J'entends même pas des chiens japper. Avec le soir que je les entends japper, parce qu'ils n'ont pas fait leur quota de la journée, comme je dis souvent, puis ils jappent. Donc, en étant éloigné, j'ai payé moins cher. Si vous achetez près de la ville, tout près de la ville, surtout les plus grandes villes, comme Pinamalayan, qui est plus grand que Gloria, Calapan, Puerto Galera, qui est une ville touristique. Donc, il y a beaucoup d'expats qui vont s'installer là, qui se partent des business avec leurs femmes. Ça va vous coûter pour un terrain comme ici, dans les 10 millions. Puis ça va vous coûter pas loin de 2 millions pour une maison comme ça. Mais eux autres, ils vont choisir une maison plus comme chez eux. Donc, ça va lui coûter 5-6 millions pour bâtir leur maison. Moi, ça m'a coûté 300 000 pour le terrain, 500 000 pour la maison. Et je suis très bien. Je suis très content. Je suis très heureux. Puis, on peut faire pousser notre nourriture facilement aussi. Il y a des sortes de feuilles qui sont utilisées, qui poussent sauvages, qui sont utilisées pour la nourriture. Exemple, les fleurs blanches qui sont là, ça pousse après une plante qui s'appelle kangkong. Comme ça. Comme ça. C'est une plante courante. Ça court partout. Et ma blonde, elle en a acheté un petit paquet. Elle l'a planté. Ça pousse. Vous voyez? Ça pousse partout. Il y en a partout. Là. Partout, 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 partout. Partout. Vous voyez? Ça pousse partout. Ce tronc-là, j'ai ramassé ça dans les vidanges, dans le barangay à ma blonde. Ça fait une sorte de feuille. Ça ressemble un peu à ça. Je vais essayer de m'approcher sans marcher sur le kangkong. La feuille ressemble un peu à ça, mais beaucoup, 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 beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Les feuilles ressemblent un peu à ça. Et il recommence à tiger. C'est un tronc d'arbre ramassé à terre qui recommençait à retiger sans même être dans terre. Moi, je l'ai amené. Ce bout-là a été coupé. Ils l'ont jeté à côté. Je l'ai planté en haut là-bas. J'en ai un ici. Fait que je vais avoir 2 arbres de cette sorte de plante-là qui est beaucoup utilisée dans leur recette. Beaucoup utilisée. Ces plantes-là, ça pousse sauvage un peu partout. Il y en a dans toutes les barangays. Ici, ils appellent ça des barangays. Chez nous, on appellerait ça un quartier. Mais le kangkong, il monte même après l'arbre. On le voit là-bas, là, les fleurs blanches qu'on voit. Là. Il est même en train de grimper après cet arbre-là.
Il va en avoir partout à l'heure de ça. On va peut-être même pouvoir en vendre. Un coup que le magasin va être ouvert, on va même pouvoir en vendre. Elle a planté d'autres choses aussi qu'elle a achetées. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je ne sais pas où elle l'a planté. Elle a mis les tiges dans l'eau pour que ça fasse des racines. Puis, elle a dit, je vais les planter plus tard. Elle a dit, ici, en quelque part. Je ne sais pas où exactement qu'elle l'a planté. Moi, à sa place, je l'aurais planté dans ce coin-ci. J'aurais tout enlevé la mauvaise herbe, puis je l'aurais planté ici. Donc, c'est ça pour ce vlog-là. Viendriez-vous vivre aux Philippines? Côté positif. Donc, si le contenu vous intéresse, de ce que je vis, en tant que retraité, 61 ans, mon but est d'être autosuffisant. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez-les. Sauf pour ce qui est du côté touristique. Ça, j'ai aucune idée. C'est seulement selon mon vécu ici, en tant que retraité sur une terre, pour devenir autosuffisant. Donc, des questions à propos de ça, oui, je peux répondre. Des questions à propos des visas, spousal, touristes, les visas étudiants, non, ça, j'en ai aucune idée. Les visas pour les enfants, aucune idée. Comment transporter un chien ici, aucune idée. Moi, j'ai amené des valises avec des choses dedans qui pourraient m'être utiles ici. Je n'ai pas apporté d'animaux domestiques. Puis, je n'ai pas amené d'enfants avec moi pour étudier aux Philippines. Donc, ces choses-là, j'ai rien fait venir non plus. J'ai rien fait venir non plus du pays par bateau parce que j'ai fait mes devoirs puis ça coûte trop cher. Ce qu'il y a dans tes boîtes, probablement que ça va coûter plus cher pour le faire envoyer que la valeur de tes boîtes. Donc, moi, j'ai choisi de tout vendre et de racheter ici neuf. Ou peut-être le même prix ou moins cher. C'est ce que beaucoup font. D'autres préfèrent, sont attachés à leur chaise préférée, à leur divan préféré ou à leur bureau de travail préféré. Puis ils font transférer ça par bateau. Ça prend 2 mois arriver ici. Ça coûte une fortune pour le transporter. Ça coûte une autre fortune de dédouanage. Ça prend 2 mois arriver. Ça coûte une fortune. Ça prend 1 mois pour être dédouané. Et après ça, il faut que tu payes pour le faire livrer. Il faut que tu payes un camion de livraison qui vont aller chercher ton produit dans le container. La journée qu'ils vont ouvrir le container, pas une autre, cette journée-là. Ils te font attendre longtemps, puis un coup que l'attente est finie, ils n'attendent plus. Ramasse tes affaires, ou ben non, c'est envoyé dans un autre port, un aéroport, en consigne, puis essaye pas de trouver c'est où. Beaucoup d'expats ont eu des problèmes avec ça. Comme je l'ai dit, il n'y a rien qui est pareil ici. Tout est différent. Donc, ça ne sert à rien de faire livrer vos effets personnels ici. Vendez et recommencez à zéro. Avec l'argent que vous allez faire de la vente, vous allez pouvoir vous acheter du neuf. Exemple,
C'est sûr, c'est pas pareil comme chez nous. Machine à laver. Oui, c'est en plastique. Non, il n'y a pas de sécheuse. Il y a une tordeuse à côté. Tu laves, tu tords, t'étends. 10 000 pesos. En dollars, je ne sais pas c'est combien. 10 000 pesos, c'est pas beaucoup parce que c'est 100 quelques piastres. Quasiment 200. Pour une laveuse de même, ça t'offre 10 ans. Si tu l'utilises comme il faut, c'est bon 10 ans. Les laveuses comme il y a chez nous, en métal, vous allez les payer aussi cher que ce qu'on paye chez nous. Parce que c'est un produit de l'Ouest. Ici, ça ne marche pas de même. Les sécheuses, j'en ai jamais vu. Si ça existe, vous allez payer cher en crisse. Oubliez les électroménagers que vous aviez, les poêles électriques avec un four, et etc., etc., etc. Vous allez avoir des poêles au gaz, 4 ronds, avec un four, si vous en voulez. La plupart du temps, c'est 2 ronds que tu mets sur le comptoir. C'est avec ça que tu cuisines. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les. Gênez-vous pas. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous, likez mes vidéos et partagez-les avec des amis. Si vous pensez qu'ils aimeraient ça, qu'ils seraient intéressés à venir vivre ici. Dans mon prochain vidéo, je vais parler des Filipinos. Je vais parler des femmes d'ici. En long et en large. À la prochaine, les amis.